Alors, mes amis, comme on vient de dire, que tous les êtres vivants sont faits de cellules. Et l'exemple de ces animaux, d'accord, le lion, le poisson, l'homme, le chat, l'oiseau, tout ce que vous connaissez, d'accord, mais ils sont tous différents, c'est vrai. Mais quand on regarde ce dont ils sont faits, ils sont tous pareils. Et ils sont tous faits des cellules qu'on appelait animales. Mais d'où provient cette appellation cellule? Voilà. Alors, là, le mot cellule a été employé pour la première fois par Robert Hooke. Robert Hooke. Alors, Robert Hooke, c'est le premier à employer ce terme de cellule. Pourquoi? Mais parce qu'il a observé donc via un microscope à cette époque des échantillons du vivant. Et il s'aperçoit que dedans, il y avait des chambres, d'abord, il y avait des structures comme ce que je viens de représenter, et ces structures étaient formées des chambres vides. Des chambres vides, d'accord, qu'il a appelées cellules. Alors, avec tout le respect qu'on doit à M. Robert Hooke, mais on sait qu'il s'est trompé, parce que la cellule n'est pas vide, d'accord? La cellule est constituée des organites, c'est ce qu'on va essayer de voir, du noyau, donc il y a un contenu dedans. Voilà, mais à cette époque, le microscope certainement qu'il avait utilisé était donc rudimentaire, n'était pas assez efficace pour observer le contenu de la cellule. D'accord? Donc Robert Hooke est le premier donc à employer le terme cellule. Et je crois que ça fait partir, enfin, c'est une question de l'examen. On vous demande qui est la première personne à utiliser ou employer le mot cellule. C'est Robert Hooke au XVIe siècle, je crois, ou au XVIIe siècle. D'accord? Alors, comme je vous avais promis qu'on va donc voir les cellules animales. Alors, la cellule animale. Alors, toute cellule, en fait, d'accord, est délimitée par une membrane, d'accord. Donc, ça, c'est la membrane plasmique, d'accord. On parle de cellules animales, voilà. On a dit que c'est eucaryote, on va voir, eucaryote, pourquoi? Parce que cette cellule possède un bras de noyau. Donc, comme toute cellule, elle est toujours délimitée par une membrane qu'on appelle une membrane plasmique. D'accord? Alors, cette membrane plasmique joue un rôle très important parce que ça permet de réguler les échanges entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule. Puisque une cellule, elle respire, elle assure toutes les fonctions vitales. Donc il y a forcément des transformations qui vont se passer et il y a formation forcément des déchets. Et ces déchets doivent être évacués à l'extérieur. D'accord? Donc il y a forcément des échanges entre le milieu intracellulaire et l'extérieur. Et donc c'est la membrane plasmique qui régule. D'accord? Après la membrane plasmique, vous avez donc l'intérieur de la cellule qu'on appelle le cytoplasme. D'accord? D'accord? Après, vous avez à l'intérieur du cytoplasme, vous avez un organite qu'on appelle le noyau. Voilà. Le noyau, qui est délimité par une membrane plasmique. D'accord? Ça, c'est. Non, pardon, autant pour moi, délimité par une membrane nucléaire. D'accord? C'est pourquoi on parle de eucaryote. Parce que vous avez un noyau. D'accord? Et à l'intérieur du noyau, vous avez une énorme molécule qu'on appelle par l'ADN. Alors cette molécule-là est finalement à l'origine de l'hérédité en fait. Si par exemple, moi je me ressemble à mon père ou un peu à ma mère, parce que j'ai hérité de ces deux-là une molécule qu'on appelle l'ADN. Et généralement, le bébé, il a 50% de gènes de son père et 50% de gènes de sa maman. Donc c'est la molécule qu'on appelle l'ADN. D'accord? Après, dans le cytoplasme, nous avons donc les organites. Par exemple, ça, on appelle ça le ribosome. Ribosome. Alors le ribosome, c'est le lieu où se fait la synthèse des protéines. D'accord? La synthèse des protéines. On aura le temps d'en discuter après. Vous avez aussi au niveau des membranes, niveau de membrane nucléaire, des réticulums endoplasmiques. Ça peut être rugueux, d'accord, rugueux parce que ça porte donc les ribosomes. Donc ça c'est le réticulum endoplasmique granuleuse ou rugueuse, d'accord, parce qu'il y a des ribosomes dessus. Et il y en a d'autres là où il n'y a pas de ribosome,
on l'appelle juste réticulum endoplasmique lisse. D'accord? Vous avez aussi l'appareil de Golgi. D'accord? Vous avez l'appareil de Golgi. Voilà. Vous avez aussi l'appareil de Golgi. Voilà. Donc, il y aura un tutoriel qui sera consacré sur les fonctions des différents organites. D'accord? N'hésitez pas en commentaire si vous voulez ce petit tuto, je vous le ferai. D'accord? Donc, on appelle ça appareil de Golgi. Après, vous avez donc ce qu'on appelle par les mitochondries. Les mitochondries. Alors, les mitochondries, c'est le siège respiratoire de la cellule. D'accord? Le lieu de production de l'ATP. Donc, ça se passe ici. D'accord? Après, vous avez ici, on va prendre ça comme les lysosomes. Ok, les lysosomes, il y en a beaucoup d'organites, on ne va pas tout citer. Voilà quelques organites qu'on pourra citer. Vous avez aussi les centrosomes. Voilà, les centrosomes. Centrosomes. D'accord? C'est généralement cet organite qui va donc donner des microtubules, des fils en fait, qu'on appelle des fuseaux mitotiques ou bien des fuseaux achromatiques lors des phénomènes de mitose ou de méiose. Et c'est sur ces fils-là que viendront se fixer les chromosomes. D'accord? C'est par exemple au niveau des centrosomes qui génèrent ça. Donc voilà la structure en fait d'une cellule animale. Alors, c'est aussi important de vous rappeler que cette membrane plasmique n'est pas figée. Cette membrane plasmique n'est pas figée, c'est pas solide, c'est pas dur. Cette membrane plasmique est souple, d'accord? Ça représente, en fait, à titre d'exemple ou d'illustration, c'est comme une bulle de savon. Donc la membrane plasmique, c'est comme une bulle de savon, ça bouge, d'accord? Vous voyez que quand le vent souffle dessus, sur la bulle de savon, ben, ça bouge. Exactement la même chose avec la membrane plasmique des cellules animales. Ça bouge. Ce n'est pas une structure qui est figée. D'accord? Donc voilà donc la structure d'une cellule animale. D'accord? Alors, vous avez compris que tous ces animaux-là sont faits des mêmes cellules qu'on appelle cellules animales. D'accord? Alors, dans la suite, on va voir d'autres types de cellules. C'est-à-dire les types des cellules ou la cellule qu'on retrouve chez les végétaux. Alors, chez les animaux, vous avez compris que c'est les mêmes types de cellules, c'est la cellule animale. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve donc chez les plantes? Chez les plantes, on retrouve aussi une cellule qu'on va appeler cellule végétale et qu'on va essayer de donner sa structure. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est aussi la dimension, la taille en fait. Alors, c'est important, hein, la taille est d'ordre 10 micromètres à 100 micromètres. Attention. Voilà. Donc, la taille des cellules animales, c'est d'ordre 10 à 100 micromètres. Ça, c'est important parce que vous serez appelé à faire la différence entre la cellule, par exemple, animale et la cellule végétale ou d'autres types de cellules. Et donc, la taille, c'est un critère qu'on doit prendre en compte, d'accord, dans la différence. Ok. Donc, sans plus, après, on va se retrouver donc, après ce tuto-là, sur la cellule végétale.